Une des choses qui m'a le plus écœuré, je pense, dans tout ça, c'est à l'époque, après 95, c'est le scandale des commandites. Puis en plus, quand tu demandes des trucs au fédéral, ben c'est comme si tu priais Dieu, là, tu sais. Les autos passent, des fuck you. Là, un moment donné, tu fais OK, c'est bon, tu penses. Un moment donné, t'as les parents, les deux enfants Ben en arrière non. avec grand-maman. Ah, mais non! Tout le monde fait un fuck you. Mais est-ce qu'il y avait un drapeau? Hey, fait que là, on a repris l'autobus puis on est reparti. Le français au CATC est traité comme une langue minoritaire. Il n'y a aucune raison pour laquelle un peuple devrait demander la permission à un autre peuple d'exister. La fête du Canada, c'est 2,2 millions à travers le Canada, donc 396 000. C'est beaucoup Si on d'argent. prend 18 Mon si on Dieu. assume 18 de la C'est somme. beaucoup d'argent que les Québécois on envoie pour une fête. On Oui. s'en compte, torche, là, pardonnez-moi, là, ça, mais tu sais, il n'y a personne je te qui le prête. va là. Je sais qu'il faut être nuancé puis de pas prendre position, mais je suis comme c'est quasiment impossible. Je peux pas comme faker de pas être indépendantiste, tu sais. Entre vous puis moi, là, c'est quoi de plus ringard qu'être fédéraliste? Vous écoutez Génération Oui, le podcast indépendantiste avec Florence, Marc-Antoine et David. Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Génération Oui. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode avec Pierre-Luc Briand, qui est comédien, musicien également, que vous connaissez peut-être. Il est également vice-président à l'Union des artistes du Québec et il a été candidat pour le Parti québécois en 2022 pour la circonscription de Rosemont. Donc, c'est un épisode très intéressant où on parle de son parcours, mais aussi, surtout, de la crise des médias, de l'importance de la culture québécoise plus généralement dans le monde. Donc, c'est une discussion très intéressante et on a parlé de son point de vue sur l'indépendance, ce qui s'en vient pour les prochaines années et la place des artistes dans le camp du oui, la place des artistes au Québec. Donc, je vous invite à écouter l'épisode et surtout, j'aimerais prendre un moment pour vous inviter à vous abonner à Génération Oui. On s'est donné un objectif d'atteindre 2025 abonnés d'ici le 1er janvier 2025. Donc, c'est un objectif qui est atteignable. On est à portée de main. Donc, si vous voulez nous aider, contribuer à la mission de Génération Oui, abonnez-vous sur YouTube. Vous pouvez également laisser une note positive si vous écoutez sur une plateforme audio. Donc, on vous encourage à nous aider à progresser, à faire avancer le camp du oui. Et j'aimerais remercier finalement Mario Beaulieu, député de la Pointe-de-l'Île à Montréal, qui a permis donc l'enregistrement de cet épisode. On le remercie beaucoup. C'est un député qui en fait beaucoup pour l'indépendance, lui aussi, et pour le Québec. Donc, on vous invite à aller voir ses réseaux sociaux. Et puis, sur ce, je vous souhaite un bon épisode. Alors, bonjour Pierre-Luc, on est très content de te recevoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu voudrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Je suis Pierre-Luc Briand, je suis comédien, musicien depuis maintenant combien de temps? 35 ans à peu près, malgré le fait que j'ai 46 ans, j'ai commencé très jeune à jouer au cinéma puis à la télé, puis parallèlement à ça, j'ai fait des études en guitare classique, et puis après ça, pour compléter avec des études en philosophie à l'UQAM, et puis après ça, je suis retourné au cinéma puis à la télévision. Et je me suis présenté au Parti québécois en 2022 dans le comté de Rosemont contre Vincent Marissal. Et depuis, je suis devenu vice-président de l'Union des artistes. Très intéressant. Puis on va revenir, on va parler d'indépendance, on va parler du monde culturel, on va parler de la crise des médias aussi. Mais j'aimerais savoir, toi, comment tu es rentré dans le monde culturel? Parce que tu as commencé très jeune, comme tu Ouais, dis. j'ai commencé enfant. Je me souviens plus trop comment ça s'est passé. J'avais entendu, tu sais, c'est tout bête, là, c'est l'anecdote un peu pas très intéressante d'ailleurs, mais tu sais, j'avais entendu à la télé, à la radio, ils demandaient des jeunes pour une émission. Et puis, je lui avais envoyé une lettre comme pour dire mon intérêt pour jouer dans l'émission. Puis finalement, il y a une dame qui m'a rappelé qu'il se partait à l'époque une agence pour jeunes, pour enfants. Et puis elle m'avait donné des petits cours. Puis peu de temps après, j'ai fait une audition pour ce qui s'appelait à l'époque Les Contes pour tous, qui sont revenus d'ailleurs. Je sais pas si vous êtes trop jeune pour avoir connu les premiers... Moi, oui. ouais. Toi aussi, je pense. La Guerre des Tucs Ouais. et compagnie, Bac et Bottine, tout ça. Moi, c'était le 13e déjà à l'époque. C'était en 93. Ça s'appelait Tirelire, Combine et compagnie. Et puis, ça a commencé ma
carrière. Fait que adolescent, j'ai joué beaucoup dans les émissions pour jeunesse à l'époque. Sauf si vous êtes trop jeune, mais il y avait le Club des 100 watts, qui était une émission méga populaire. Il y avait Zap, puis après ça a défilé, puis j'ai continué bon an mal an mon chemin comme ça. Ben, c'est bon signe qu'on est jeune parce que ça montre qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à l'indépendance. Mais justement, parlons d'indépendance. Toi, comment t'es devenu indépendantiste? Écoute, c'est un de mes... Puis je sais pas si c'est un vrai souvenir ou si c'est un souvenir... tu sais, parce qu'en 80, j'avais 2 ans. Mais le premier, c'est comme une mémoire incrustée c'est soit qu'elle s'est replaquée sur un... C'est soit que c'est un faux souvenir qui s'est replaqué sur quelque chose que j'ai vécu, parce que je l'ai vécu à la maison chez nous, évidemment. Mais c'est comme si mon premier souvenir, c'est René Lévesque qui dit si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Donc, l'ai-je vécu pour vrai, mais chose certaine, je l'ai revu par après. Et puis, chez nous, on était très, très, très souverainiste. La famille était... je viens d'un milieu très politisé où, familialement, on parlait beaucoup de politique avec les oncles et les tantes. Donc, je l'ai été par défaut sans trop réfléchir au début, mais évidemment, là, en 95, j'avais 17 ans, donc je pouvais pas voter. Et puis, ça a été mon premier contact avec, disons, le concret de ce que pouvait être un pays souverain. Puis bon, mes réflexions n'ont jamais cessé depuis, mais bref, comme tout souverainiste, je comprends pas trop ce qu'on fait dans ce pays-là. J'ai beaucoup de misère à m'expliquer les raisons qui feraient qu'on serait en amour avec ce pays-là. Puis j'ai décidé... Bon, puis j'ai toujours été un militant passif par la suite. Je parlais beaucoup de mon adhésion à la souveraineté du Québec. Puis en 2022, ben, il y a quelqu'un du Parti québécois qui m'a appelé, avec qui j'avais eu des discussions sur Facebook, je me souviens plus à l'époque, sur la question de l'indépendance. Je pense que c'était au moment où il y avait la course à la chefferie du Parti québécois avec Véronique Yvon. Puis lui, la personne, je me souviens bien, c'était un yvoniste qui m'avait appelé, me demandait si je voulais appuyer Véronique Yvon. Je me souviens plus, là, c'était quoi la conclusion de la discussion. Mais le fait est, c'est que cette personne-là m'a rappelé. Puis il m'a dit, ben, on aimerait ça que tu te présentes pour le Parti québécois. On aurait une circonscription, on voudrait que tu te présentes à Montréal, on aurait une circonscription prenable. C'était pas impossible, il voulait pas que je me présente comme poteau dans le jargon. Là. Donc c'était pas une candidature suicidaire comme telle. J'ai réfléchi un peu, puis je me suis dit, mais attends, moi, j'ai toujours été un farouche défendeur de l'indépendance du Québec. Le PQ m'offre la porte grande ouverte. J'étais super bien accueilli. Ça m'a fait rencontrer, évidemment, plein de monde. Puis à l'époque, je me souviens, j'avais fait plein de téléphones. J'avais parlé, entre autres, à Jean-François Lisée, qui m'avait dit que probablement que j'allais perdre. Que j'allais être très déçu, mais il mérite d'être franc, M. Lisée, puis je le remercie pour ça. Mais il m'a dit en même temps, tu vas te faire beaucoup d'amis, ça va te rester toute ta vie, tu vas rencontrer des gens, tu vas faire une espèce de nouveau cocon familial, si on peut dire. Puis effectivement, ça m'est resté après les élections. Je suis resté très proche des militants. Je me suis fait des très bons amis. Puis c'est par cette voie-là aussi que j'ai rencontré Paul Saint-Pierre Plamondon. Moi, une de mes conditions, c'était de rencontrer Paul puis d'avoir une discussion avec lui. Oui, parce que je le connaissais pas du tout, moi, à l'époque. Il était pas très connu non plus, là. C'était comme un candidat. Il était chef du PQ depuis quoi? Pas très longtemps. Pas très longtemps. Oui, c'est ça. Ça faisait même pas 2 ans. Donc, très peu connu du public, dont moi. Puis je voulais voir un peu sa vision des choses, comment il entrevoyait le futur, c'est quoi sa vision de l'indépendance. Et puis, j'étais après 3-4 bières, je me suis dit, j'embarque. J'étais très stimulé par la façon qu'il avait de présenter les choses. C'était très positif, c'était très assumé. Elle avait le droit devant, puis il me disait carrément, l'indépendance, on va la faire prochainement, bientôt. Peut-être pas, évidemment, on se leurrait pas sur le résultat des prochaines élections, mais il voulait construire l'avenir, puis cet avenir-là, en fait, il est en train de se construire, puis on le voit avec les résultats aussi dans les sondages, là, qui sont assez... j'allais dire jouissif pour les péquistes après où on est passé. Moi, quand je me suis présenté dans Rosemont, le PQ était quand même à 10%. Même pas 7% au début. Je sais plus, là, ouais, c'est ça. Ouais.
Fait que c'était comme je disais tantôt, c'était pas nécessairement suicidaire. Parce que j'avais rencontré M. Fournier là, qui fait des sondages. Puis il m'a dit s'il y a un comté que je peux pas te dire vraiment qui va gagner, probablement à QS, mais il y a quand même une petite chance pour le Parti québécois. Fait que, c'est ça. Je me suis présenté, j'ai travaillé fort, travaillé très, très fort. Ça m'a aussi mis en contact avec l'appareil politique, comment fonctionne une campagne électorale. J'ai adoré ça. Faire le porte-à-porte, rencontrer les gens, rencontrer les organismes communautaires, vraiment mettre la main à la pâte, de comprendre les problématiques aussi concrètes sur le terrain. Et puis, c'est ça. Puis après ça, vous me le dites si je parle trop, moi. Non, c'est parfait. Puis après ça, après les élections, évidemment, la défaite était un peu amère, surtout qu'on s'attendait pas qu'il y ait que 3 candidats qui soient élus quand même. On s'attendait un peu plus que ça. Mais, le PQ s'est vite relevé les manches. Puis le Paul a recréé une espèce d'équipe avec la question des co-porte-parole. Puis il y a eu l'histoire du serment aussi, qui a beaucoup attiré les projecteurs sur la petite équipe du Parti québécois à ce moment-là, qui n'était que 3. Mais ça, c'est drôle. Il me l'avait dit quand j'avais pris une bière avec au début. Il dit, je le ferai pas, le serment. Ah ouais, OK. Je jure que je le ferai pas. Puis juste j'avais fait... Yes, ça, c'est là enfin quelqu'un qui a tenu ses promesses. Qui a tenu ses promesses, qui était ferme dans son Parce que c'était symbolique, mais c'est un symbole qui est important de prêter serment à l'époque à la reine d'Angleterre, aujourd'hui au roi d'Angleterre, quand on s'est fait on a été un peuple conquis, annexé par la force, par cette couronne britannique-là. L'histoire de l'Empire britannique au Québec n'est pas joyeuse. C'est pour ça que c'est pas juste symbolique. C'est ça, c'est pas juste... mais des fois, les symboles, ils ont de l'importance, puis ils valent quelque chose en politique. Exactement. Puis, si on revient justement à toi, pourquoi tu es indépendantiste, c'est beaucoup ta famille, tu me disais, tu as baigné là-dedans. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des arguments qui te rejoignent plus en tant qu'indépendantiste? Tous les arguments me rejoignent, mais aujourd'hui, étant plus du côté syndical à l'Union des artistes, plus du côté artistique, parce que aussi, je suis rentré à l'Union des artistes par cette porte-là, par la porte du PQ, parce que ayant eu la main à la pâte dans les élections, tout de suite après, il y avait les élections à l'Union des artistes, je me suis dit, tiens, si je veux changer les choses aussi, parce que le monde culturel m'interpelle beaucoup, évidemment, et puis toutes les structures de financement, les structures de comment percole l'argent, mais c'est que je me rends compte depuis toujours que le fédéral, c'est carrément en culture, en tout cas, c'est carrément un empêcheur de tourner en rond, puis en fait que une des choses qui m'a le plus écœuré, je pense, dans tout ça, c'est à l'époque, après 95, c'est le scandale des commandites. Quand on voyait... Puis ça, on pouvait le palper, c'était très visible et quasi sonore. Il est apparu des drapeaux du Canada, mais partout. Fait que à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais attends, pourquoi, comment... C'est quoi la voie par laquelle ils veulent essayer de convaincre les gens par des drapeaux? Puis je me suis rendu compte que la question était beaucoup plus profonde, évidemment. C'est que la question culturelle canadienne, si le Canada s'intéresse à la culture, ce n'est que pour faire de la propagande, pour son unité, pour sa propre survie, finalement. Donc, pour maintenir le Québec au sein de ce pays-là. Fait que ça m'a donné... En fait, la culture est devenue un objet pour moi pour pousser la question de l'indépendance du Québec. Parce qu'on n'arrivera pas à faire l'indépendance, justement, si on n'a pas plein possession de notre appareil culturel. Mais répète ta question. Je te parlais des arguments, justement, qui te rejoignent le plus. Puis si tu avais à convaincre un indécis, quel argument lui apporterais-tu aujourd'hui en 2024, bientôt en 2025? Oh, mon Dieu. Ça, c'est tout le temps la question... surtout quand on voyage, on se rend compte qu'on est une culture à part entière. Je pense qu'il n'y a aucune raison pour laquelle un peuple devrait demander la permission à un autre peuple d'exister. Il n'y a aucune raison pour laquelle on devrait envoyer de l'argent. Puis encore une fois, je reviens au scandale des commandites. C'est notre propre argent avec lequel on nous faisait un retour de propagande. Quand comment dire ça?
Quand on voyage un peu aussi à l'extérieur, moi j'ai voyagé, j'avais 17 ans, j'étais parti. J'avais pas 17 ans, j'avais 16 ans, j'étais parti sur le pouce dans l'Ouest canadien. Euh, J'ai vécu des traumatismes liés à un certain racisme que j'ai vécu, de la violence que j'ai vécu à l'époque. J'étais en Saskatchewan, je me souviens, à l'arrêt d'autobus de Regina. Puis c'était l'époque du référendum au Québec, En 95. en 95. Puis à un moment donné, je sortais de l'autobus. Puis il y avait des gens qui parlaient autour de nous, les Québécois, les Québécois. Puis il y en a un qui est arrivé, qui m'a rentré dans le mur carrément. You fucking frog. Oh mon Dieu. C'était très violent. Puis après ça, on est reparti. On débarquait plus loin parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour prendre l'autobus plus loin. Puis on débarquait dans une ville qui s'appelait Brandon, au Manitoba. Puis on couchait dans le champ sur le bord de l'autoroute parce qu'on faisait du pouce. Puis à un moment donné, on avait planté notre tente. Puis il y a un gars qui est arrivé, qui avait l'air d'un voyons. molosse. Tu sais, avec le pinch, là, puis le typique moteur là, cliché. Puis qui arrive, puis il nous crie Redneck Control! Puis là, on sort de la tente. Hey, voyons donc. il dit non. Il dit c'est une blague. Il dit c'est parce que je voulais juste vous dire. Je vais vous demander si je peux planter ma tente. C'est un genre de hobo, le gars. Il peut être comme aussi. Il dit je vais planter ma tente à côté de vous. Puis il dit je veux juste vous dire, j'arrive du bord du village, puis il s'en vient de vous péter la gueule. Parce que ça s'est dit dans le village que vous étiez Québécois. Le mot s'était passé dans le village. Il y a des Québécois dans notre Hey, c'est dangereux, des Québécois, là, quand même. Faut se défendre. Je veux dire, je vais pas prendre une anecdote pour en faire. Mais là, ça fait 2 anecdotes en peu de temps dans le même voyage. Parce que c'est ça, il dit, il s'en vient, ils sont en train de parler, fait que je vais vous mettre à côté de vous, je vais vous protéger pour la nuit. Le lendemain, on se met sur l'autoroute, on continue à faire du pouce. Ça dort mal. Les femmes, mais lui, il était assez sécurisant, disons. C'est un bon colosse. Ouais, je me souviens de son nom, Ray Barry, qui s'appelle. S'il nous écoute, je penserais pas qu'il pense à lui. Je suis convaincu qu'il nous écoute. Non, puis c'est un anti-souverainiste notoire, mais il avait quand même un fond d'humanité. Puis le lendemain, on fait du pouce, puis la famille passe. Les autos passent. Des fuck you. Un moment donné, tu fais OK, c'est bon, tu passes. Un moment donné, les parents, les 2 enfants en arrière avec grand-maman. Ah, mais non! Tout le monde fait un fuck you. Mais est-ce qu'il y avait un drapeau? Fait que là, on a repris l'autobus puis on est reparti. Oh mon Dieu, y avait-tu comme un drapeau sur votre sac? Non, on était des jeunes, on avait les cheveux longs, on s'en allait vers l'ouest. C'est sûr, c'est des Québécois. Ouais, c'est ça. Oh mon Dieu, tellement de haine. C'est fou. Non, c'est ça. Puis là, j'ai inversé l'histoire parce que dans le fond, on faisait du pouce, puis là, on a décidé de prendre l'autobus. Puis là, on est arrivé en Saskatchewan, puis l'histoire de Regina est arrivée après ça. Puis après ça, rendu à Banff, on fait un spectacle, on était des musiciens évidemment. On arrive on voit qu'il y a un concours dans un bar de musique. Puis nous autres, on était 3, puis on a joué dans le même groupe. Fait qu'on dit, on va s'inscrire au concours. On joue, ils prêtaient les instruments, tout ça. On joue, puis on gagne. Puis là, and the winner is nos amis les Québécois. Puis là, t'entends partout. Hey man, these are fucking frogs! Puis là, puis là, on est parti, on a pris notre on gagnait 100$, c'était un brun. On est parti, puis on s'est sauvé en courant. Mais donc, c'est ça. Ça a contribué au départ. C'est des événements comme ça qui ont contribué au départ, puis qui mènent à une réflexion. Disons que ça part mal, la réflexion, pour aimer le Canada, là, à l'époque. Puis après ça, c'est ça. Après ça, quand on arrive, tu sais, toujours... je comprends pas comment on est toujours en train de défendre notre... toujours en train de défendre notre place, une place qui nous revient d'emblée, puis qu'on est obligé de la justifier. Je parlais en culture. Tu sais, les artistes en ce moment... J'ai remarqué puis on remarque tous les artistes, qu'il y a une espèce d'omerta qui s'est installée, parce qu'évidemment, quand on fait des demandes de subventions au fédéral, le fédéral est devenu de plus en plus exigeant. Donc, faut
je suis pas sûr que ça n'a pas commencé avec le scandale des commandites, d'ailleurs, mais ce qui fait que les artistes ont de plus en plus peur de parler de politique, pas juste d'indépendance, de politique en général, en ayant carrément peur de perdre leur subvention. Si d'emblée, ils rendaient public leurs allégeances politiques, ce qui fait que les artistes ont à peu près disparu du radar politique. Ouais. En général, c'est très difficile, je m'en suis rendu compte aux dernières élections, c'est très difficile de fédérer les artistes, sans mauvais jeu de mots. Tu sais, puis des artistes que je savais péquistes, ou que je savais indépendantistes, qui me disaient souvent « Ah non, mais je suis vraiment péquiste, j'aimerais vraiment ça t'aider, mais Il y a un prix à payer ici. il y a un prix à payer, puis je veux pas payer ce prix-là. » Puis souvent, le prix, ben, c'est de se faire associer à un mouvement souverainiste qui ferait en sorte que les institutions fédérales subventionnaires donneraient plus d'argent. Fait que, tu sais, puis là, il y en a plein, là. On comprend bien là, pourquoi les artistes, des fois on se dit, pourquoi les artistes sont plus autant politisés qu'avant, parce qu'avant, le mouvement indépendantiste puis les mouvements sociaux au Québec étaient souvent menés justement par des intellectuels, mais des artistes aussi beaucoup. Puis aujourd'hui, ben c'est rare qu'on voit des artistes comme toi qui prennent la parole, qui se présentent aux élections, qui mènent des actions, qui n'a pas peur de donner son opinion. C'est de plus en plus rare, ça. Fait que, on comprend oui, puis bien. Je me suis présenté en politique en sachant que j'allais en payer le prix. Après ça, c'est toujours dur à mesurer parce que est-ce que le travail devient de moins en moins fréquent parce que je me suis présenté en politique, mais il y a une espèce de... Je me rends compte que je travaille moins depuis, on m'approche moins. Puis là, ben, je me suis dit, ben, tant qu'à être rendu là, je vais aller à l'Union des artistes. Puis à l'Union des artistes, je vais essayer de faire avancer les choses. Puis là aussi, ben, en essayant de faire avancer certains dossiers, ben, ça bouscule certaines instances culturelles, peut-être. Fait que ça devient... fait que je me suis dit, je vais prendre le crachoir, je vais y aller jusqu'au bout rendu là. De toute façon, je vais me représenter en 2026 aussi aux élections. Fait que, tu sais, je vais faire mon bout de chemin en politique, puis advienne que pourra. Là. Mais, chose certaine, je dirais pas les choses à moitié, puis je resterai pas mi-figue, mi-raisin, puis de pas en dire trop. Je me dis, s'il y a une injustice, s'il y a quelque chose à dire, s'il y a quelque chose à dénoncer, ben allons-y, puis faisons-le. Tellement, ben oui. Puis je me rends compte aussi que ça, autour, ben, ça fait des petits... Il y a des artistes qui se sentent soulagés de certaines choses, qui font... qui deviennent plus sonores, qui sont moins gênés, qui commencent de plus en plus à sortir du placard. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que tu dois comme faire un choix, des fois, en être un militant qui se présente pour le PQ puis un artiste? Est-ce que c'est comme deux identités ou c'est genre la même chose? Non, parce que je veux vraiment que mon identité d'artiste perdure au sein même du PQ, puis je pense que c'est un peu l'intérêt de la chose quand ils sont venus m'approcher. Ben oui. Non, je veux dire, tu sais, être artiste, c'est pas, je le dis souvent, c'est pas un choix, tu sais, on est avec ça, c'est comme on traîne ça un peu comme une maladie. Un besoin de créer, là. Congénital, ouais, c'est ça, c'est un Ouais. besoin de créer. Donc, les artistes font pas ça pour le fun. C'est que si on leur retire ça, c'est carrément dommageable pour la santé, autant physique que mentale. Fait mais non, c'est pour ça que je veux rester dans le domaine de la culture, mais je veux m'impliquer politiquement en culture parce qu'il y a des chantiers en culture qui sont énormes, qui doivent être pris à bras-le-corps. Et puis, j'ai senti qu'au Parti québécois, il y avait beaucoup d'ouverture pour ça. Puis que, tu sais, le Parti québécois s'est peut-être un peu éloigné du domaine du milieu culturel dans les dernières années, depuis quelques mandats. Peut-être pris les artistes pour acquis à une certaine époque. C'est d'ailleurs une discussion que j'ai eue avec Paul à l'époque quand on avait discuté de ça, puis dire mais là il faut reprendre le sujet à bras-le-corps, puis refaire nos devoirs, puis réintéresser les artistes à parler de l'indépendance, puis aussi à les remotiver parce que tu sais j'ai l'impression que ça fait depuis 95 qu'on parle plus d'indépendance, fait que toute la jeune mouvance d'artistes n'a jamais eu affaire au mouvement indépendantiste, au militantisme indépendantiste. Fait que c'est les ramener, puis là on sent qu'on a peut-être perdu une génération, mais il y a une jeune génération qui revient. Comment on fait ça? C'est une bonne question, mais déjà en expliquant moi je pense qu'il y a un éléphant dans la pièce, puis c'est le fédéral en ce moment. Il va falloir nommer un chat un chat. Tu sais,
On pense souvent, là, je sais pas si vous voulez rentrer sur le sujet de la culture tout de suite, mais si on... Ouais, on peut. On pense souvent que il y a une espèce de mythe, de légende populaire qui dit que la culture au Canada, c'est une compétence partagée entre les provinces puis le gouvernement fédéral, ce qui est absolument faux. C'est inscrit nulle part dans la Constitution canadienne que la culture est un champ de... À l'époque, en 1867, il y avait le télégraphe. Et puis, petit à petit, le fédéral est venu grappiller des champs de compétences aux provinces, comme ils se sont accaparés les ondes radio au début. Au début, il y a eu des farouches luttes, même avec l'Ontario. L'Ontario ne voulait pas céder ce pouvoir-là. Le Québec non plus. Ils se sont alliés ensemble pour essayer de se battre comme ça, mais ça n'a pas fait. Donc, le fédéral s'est approprié les ondes et a créé ce qu'on appelle le CRTC, le Conseil de radio-télédiffusion canadien, qui gère à peu près toutes les ondes canadiennes. Fait que, puis là, rendu là, ils se sont dit on va faire Radio-Canada. Radio-Canada qui est devenu un outil de propagande parce que ils se sont rendus compte que le seul moyen de créer l'unité nationale canadienne, en tout cas la voie royale, c'était vraiment la voie de la culture, donc la création de Patrimoine Canada. Patrimoine Canada, c'est à peu près comme le ministère de la Santé fédérale. C'est pas supposé servir à grand-chose. Mais via Patrimoine Canada, qui s'est mis à aider les artistes, donc aller chercher de l'argent destiné à la culture au Québec pour se la réapproprier et puis la redistribuer au Québec en échange du fait de dire que le Canada, c'est donc un pays merveilleux. Et, Puis tu veux pas mordre la main qui te nourrit. Tu veux pas mordre la main qui te nourrit, c'est très humain. En donnant des subventions aux artistes de cette manière-là. Puis ça se passe aussi dans le milieu scientifique. Là. Oui. Ben, ça fait en sorte que ces gens-là, après ça, même s'ils sont souverainistes, ils n'osent pas en parler publiquement parce qu'ils pourraient perdre leur source de financement. Fait que tu te tais, puis tu te dis, à la limite, je vais m'impliquer peut-être subtilement ou je vais en parler en privé, mais publiquement, je peux pas faire ça. Je dépends de ça. T'sais. Exactement. Fait que ça a des effets à ce niveau-là. Fait que, c'est ça. Il y a eu comme outil de propagande. Patrimoine Canada, qui est la Société Radio-Canada, où on a toléré assez longtemps quand même un certain nombre de souverainistes. Puis là, à un moment donné, ils ont purgé Radio-Canada des souverainistes. Et puis, question de parler de ça du tout à Radio-Canada. Et puis, donc, c'est ça. Ils se sont mis à créer le Conseil des arts du Canada, Téléfilm Canada, le Fonds des médias canadiens. Fait que c'est toutes des institutions. Puis, tu sais, quand on regarde le budget qu'on envoie au fédéral, évidemment, le PQ l'a bien dit, c'est 82 milliards qui partent de nos impôts, mais si on fait des calculs là-dedans, on peut en déduire que le Québec envoie 417 millions par année au fédéral. En culture, juste en culture. En échange de... en échange. En fait, cet argent-là est là pour nourrir plusieurs programmes. Donc, pour retourner cet argent-là Mais donc, ce que ça fait, c'est que ça divise. Moi, je suis un cinéaste, je veux faire un film. Il va falloir que je fasse une demande à la SODEC, qui est l'institution qui donne des subventions aux entreprises culturelles québécoises. Et puis de l'autre main, il faut que je demande à Téléfilm Canada. Mais là, les deux ne se parlent pas. Un peut refuser, un peut accepter. Donc, Falardeau, qui a eu toutes les misères du monde à faire février, 15 février. Puis, parce que, justement, le fédéral refusait de lui donner de l'argent. Fait que c'est toute cette division-là qui crée une espèce de psychose dans le monde culturel. On sait plus trop à qui demander quoi. Puis, c'est comme si on est toujours pris à demander à un État supranational qui n'a pas nécessairement les intérêts du Québec à cœur tant que les intérêts canadiens et from coast to coast. Fait que ça crée une espèce de comment dire, ça divise tout, ça élague tout, ça fait en sorte que les gens, puis en plus, quand tu demandes des trucs au fédéral, c'est comme si tu priais Dieu, là, pour les croyants. Est-ce que Dieu va t'exaucer ou Dieu va pas t'exaucer, tu sais? Puis c'est dans des choses aussi simples que, tu sais, comme le CRTC est en train en ce moment de reviser
de réviser la loi de la diffusion pour forcer les grandes plateformes de diffusion à donner de l'argent. Mais là, on est en train de s'obstiner sur qu'est-ce que le contenu canadien. Là, ils disent pas contenu canadien. Ils disent, en fait, c'est contenu canadien et autochtone. OK. Plutôt que de dire contenu canadien, anglophone, francophone, autochtone. Donc, le fait francophone est inclus dans le contenu canadien, mais le français au CRTC est traité comme une langue minoritaire. Ah, mais voyons. C'est tout des... Fait que si on avait notre propre CRTC, Oui. ben, on pourrait arriver devant les GAFAM puis dire nous, on vous force à faire à produire oui. du contenu québécois en français. Mais là, on est obligé de toujours défendre le français comme si c'était une langue minoritaire, puis c'est ça, on est toujours minorisé dans ce pays-là. Fait que voilà. Puis si on revient à la base, c'est quoi l'importance de la culture pour une nation comme le Québec? Parce qu'on entend souvent, puis c'est une question presque philosophique, là, mais on entend souvent pourquoi qu'on subventionne la culture, on devrait mettre l'argent ailleurs, etc. Fait que c'est pourquoi qu'on finance la culture, puis c'est quoi l'importance de la culture pour une nation comme le Québec? Ben, la culture, c'est ce qui crée un sentiment d'appartenance. C'est la base, c'est la colonne vertébrale sur laquelle se construit toute nation. Tu sais, on a souvent cette réflexion-là parce qu'on s'en rend compte, en fait, de la fragilité de notre culture quand on regarde les jeunes, pas se désintéresser, je dirais pas se désintéresser de notre culture, mais avoir de moins en moins accès au contenu, Mais je pensais à ça l'autre jour, québécois. comme moi j'ai grandi avec Vrac TV, puis il y avait des émissions de jeunes pour les jeunes, puis genre la génération plus jeune que moi, ils ont pas de Vrac TV, ils ont pas comme d'émissions pour eux, fait qu'ils vont sur Netflix. Mais je suis comme c'est tellement plate parce qu'ils ont pas Vrac la vie, comme c'est des émissions vraiment pour ados, mais c'est quand même de la culture là. Quand j'en parle avec les gens de mon âge, on est comme tu te souviens de Vrac la vie, tu te souviens d'une grande avec ça, mais comme maintenant ils ont plus accès à ces émissions-là qui sont comme c'est ta langue, c'est tes accents dans une émission, c'est drôle. Là, maintenant, c'est juste comme sur Netflix, d'autres émissions, mais c'est quand même pas ta culture. Fait que je trouve ça tellement plate, ça me fait de la peine, puis je me dis, je suis comme reconnaissante d'avoir eu des émissions en français, là, tu sais. Ben, c'est parce que la culture, c'est une façon... tu sais, si on voit un peuple comme un... Moi, j'aime souvent ça, regarder un peuple comme si c'était un individu, tu sais, un individu avec sa façon de penser, sa façon de voir la vie, sa façon de voir les choses, sa personnalité. Mais une culture, c'est ça, puis ça se passe par tu sais, on parle de culture, mais la culture, c'est pas juste les artistes. C'est pas juste les artistes qui la font, c'est notre accent, c'est notre façon de voir la vie, c'est notre humour, c'est notre quotidien, nos traditions. Nos traditions, nos référents, mais oui. Puis, tu sais, le fait de voir ça un peu, parce qu'autrefois, comme tu dis, Vrac TV, tu sais, tout le monde était devant la TV à la même heure, puis il y avait la même chose. Donc, il y avait un cours de la génération passe-partout, tu sais. On était tous à 6 heures, je me souviens plus, c'était 6 heures, 6 heures et demie, là, mais on était tous devant la TV à la même heure, toute la jeunesse. Fait qu'on a tout appris les chansons par cœur. Je peux tout te chanter les chansons de Passe-Partout par cœur. Je suis sûr que la plupart des gens de ma génération sauraient à chanter la plupart des chansons de Passe-Partout par cœur. Fait que ça créait une espèce de tronc commun, une espèce de colonne vertébrale sur laquelle la jeunesse grandissait. Peu importe tes origines, peu importe ta couleur, tout le monde apprenait la même chose en même temps. Puis là, ben, avec l'arrivée des plateformes de diffusion, ben, ça, c'est complètement disparu. Je pense qu'aujourd'hui, il doit rester le bye-bye où tout le monde est devant sa TV en même temps. Puis là, hockey pour ceux qui aiment le hockey. Mais il n'y a plus jamais personne qui focus en même temps sur la même chose. Puis que le lendemain, on s'en reparle. Puis que fait que là, comment pallier à ça aujourd'hui? Ben, il y aurait plusieurs solutions. Mais juste avant qu'on passe aux solutions, je pense que c'est important justement ce que tu dis, parce que quand on est devant la télévision, ou peu importe, quand on vit un moment ensemble, comme le décès de Carl Tremblay, ça a été ça. On a tous vécu un moment ensemble. Puis ça Il nous en reste encore de ces moments-là, heureusement. Oui, heureusement, mais ils sont de plus en plus rares, comme vous le dites. Ben, ces moments-là font en sorte aussi qu'on s'apprécie
Tu sais, individuellement, on crée des connexions humaines, ça favorise la solidarité. Quand quelqu'un, notre voisin, va mal, ben, on est plus solidaire avec lui parce qu'on a des référents, on a des souvenirs, on partage quelque chose avec lui, puis c'est ce qui fait notre identité. Fait que c'est dommage là, que de plus en plus, ces lieux-là communs, ces moments-là, ces rendez-vous-là sont en train de disparaître. Puis là, justement, parlons des solutions. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Parce que le problème, on le connaît. Il y a plusieurs grandes plateformes, puis c'est tant mieux. On a accès à différents contenus, mais ça fait en sorte que même notre contenu, ben, il est de moins en moins présent. Il va falloir trouver une façon de réfléchir à... Comment on va faire pour pas pousser nos jeunes dans... Premièrement, il faut s'intéresser à la jeunesse. C'est par la jeunesse que ça va passer, mais comment on va faire pour pas les pousser dans les bras des États-Unis pour les éduquer? Première des choses. Donc, ça va passer par l'école en premier, mais ça va passer aussi par... on peut penser à plein de choses. Ça pourrait être une plateforme nationale où tout le contenu se retrouve là. Donc, mais il va falloir sensibiliser la jeunesse à la beauté de notre culture, tu sais. Il y a la Corée du Sud qui s'est mis à faire ses propres réseaux sociaux, qui ont mis en place plein de politiques culturelles qui font que les jeunes Coréens sont réappropriés leur culture. Fait qu'il y a plein de choses qu'on pourrait... Tu sais, moi, j'ai plein d'idées, mais tu sais, l'autre fois, c'est drôle, j'ai regardé le film, je sais pas si vous avez déjà vu ça s'appelle Druk. Drunk en anglais, c'est un film danois où c'est pas important, là, c'est des professeurs d'un genre de l'équivalent du cégep ici, puis ils lisent un article qui dit d'un philosophe qui dit que il manque à l'humain 0,5% d'alcool dans son sang pour opérer normalement. Fait que là, ils se mettent tout à prendre 1,5. Ils se calculent tout le temps, puis ça se met à aller bien, puis là, leur cours va super bien. mais ce qui m'a frappé dans ça, c'est qu'il y a un professeur de musique dans le film, puis à un moment donné, les jeunes chantent, il y a une chorale, c'est un cours de chorale. Puis ils chantent l'hymne national danois. Ou je pense que c'est l'hymne national. En tout cas, quand tu lis les sous-titres, là, ça parle de la grandeur et de la beauté du Danemark. Puis il se met à pleurer, puis il se met... parce qu'il engueule un peu ses étudiants en disant « Vous chantez mal. » Puis là, finalement, il se met à rechanter, puis il se met à pleurer. Puis je me suis dit « Mon Dieu, mais... » Au Québec, moi, souvent, j'ai été en France ou dans des situations où il y avait des Québécois, puis les gens nous demandaient « Ah, mais chantez donc des chansons québécoises. » Puis là, souvent... Personne connaissait la même chanson en même temps. Ouais. Ça veut dire qu'on n'a plus de répertoire de chansons que tout le monde connaît, de répertoire national. Fait que je me suis dit, mais ce qui serait fantastique, c'est de réintégrer, mettons, la chorale à l'école. D'imposer, là, c'est une mesure très... Tu sais, c'est niaiseux, là, c'est simple, là, tu sais. C'est full cute. Puis, au lieu de leur faire jouer du xylophone, mais de la première année à la 5e secondaire, d'imposer la chorale. Tout le monde va faire de la chorale. Donc, avec un répertoire national, que tout le monde va avec certaines chansons de répertoire national. Donc, tout le monde va connaître les mêmes chansons à chaque année. Puis, un répertoire qui sera libre aux professeurs. Puis, à travers ça, ben, t'apprends ta langue, t'apprends ton histoire, t'apprends l'histoire des compositeurs, t'apprends d'autres langues. Ce serait une façon formidable de faire apprendre les 11 langues des Premières Nations au Québec. Oui. Des chansons, je me souviens, nous autres, quand on était petits, on chantait Annie Coney. C'était une chanson à Benaki, je pense. Mais, tu sais, on pourrait apprendre... Puis pour les nouveaux arrivants, c'est une façon de les intégrer à notre culture. Tout le monde chante en même temps. Puis y a pas de... Tout le monde est à la même place quand on chante. Moi, mes enfants vont à une école où ils font de la musique. Puis je trouve ça fantastique parce que c'est militaire sans l'être. C'est pas... Il y a l'espèce de rigidité un peu de structure, mais pas militaire, pas dans l'affaire de garde à vous un peu épeurante. Là. Mais donc, c'est ça. C'est plein de mesures comme ça qui peuvent être mises en place. Mais c'est ça, une plateforme nationale, ça peut être une autre chose. Mais j'aime ça que tu parles de l'école parce que moi, je fais un bac en ce moment en enseignement au secondaire en culture et citoyenneté québécoise. Fait que tu sais, au début, quand j'ai vu le titre du cours, j'étais comme, c'est quoi qui va changer de ECR? La culture québécoise, c'est tellement comme large, mais il y a vraiment comme, faut parler un peu des artistes, faut parler des pionniers et tout. Mais j'ai comme tellement de choix, tellement d'options, mais il n'y a pas non plus comme de guide. C'est un peu libre au professeur. Fait que moi, si je décide de présenter, mettons, genre Crazy dans mon cours, ben un autre prof pourrait montrer
je sais pas. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas comme de guide non plus. Fait que même s'il y a quand même on voit que le gouvernement essaie de proposer des choses pour la culture québécoise, il n'y a pas non plus comme d'aide ou comme, OK, on veut vraiment que ces chansons-là soient vues, ces groupes-là, ces films-là, ces peintres-là. C'est juste comme à la guise du professeur. Fait que, Exactement. ça prendrait quand même... Moi, j'ai besoin de structure, là. Comme, OK, c'est qui les artistes, mais en tout cas... Fait que... Mais ça, il y a plein d'écoles là-dedans. C'est sûr, il y en a qui ben vont oui. dire, ouais, mais là, si on impose, c'est qui décide ce qu'on impose? Ben oui, c'est ça. Moi, Ben oui. moi, je suis de l'école qu'il doit y avoir un cursus Un petit quelque imposé, comme chose. n'importe Ben quel oui. pays. Ben oui, qu'il y a tellement. certaines chansons qu'on se doit d'apprendre. C'est pourquoi... Ben oui, Sous le vent de je vois pas, Carrefour. ça serait quoi le Ben problème d'apprendre les gens de mon pays de Puis on le Gilles fait dans les Vigneault, autres là, matières, ou, dans le fond. Tu sais, on choisit un peu. Ben oui, exactement. full, ben c'est On ça. fait déjà, Exactement. Ben oui. avec les mathématiques, on choisit, bon, ben, qu'est-ce qu'on va enseigner. Ben oui, c'est ça. Ouais. Fait que sinon, je vais leur faire du karaoké de Céline. Là. Je sais pas trop. Je suis comment? Mais ceci dit, Oui. faut qu'il y ait un cursus imposé, mais un Mais oui. cursus libre aussi. Puis Ben aussi, oui. c'est une façon d'apprendre les langues aussi. Tu sais. Mais tellement, Moi, tellement. quand je faisais de la chorale au conservatoire, on chantait en espagnol, on chantait en allemand. Fait que ça te familiarise avec plein d'autres langues. Ben oui. Puis tu sais, ça serait-tu beau que les jeunes arrivent au cégep, à l'université, puis ils s'en vont prendre une bière dans un bar, puis ils connaissent toutes les mêmes chansons, puis tout le monde se met Ben à oui. chanter, tu sais. Mais ça, c'est une affaire qu'on a perdue, mais il faut retrouver ça. Tu sais, la chanson, c'est une base Mais fondamentale de la tellement. culture. Les berceuses, tu sais, c'est par les berceuses qu'on apprend. C'est drôle, parce que quand on fait des spectacles avec ma blonde, on chante souvent. Puis, tu sais, ça a tout à l'heure ringard, mais je sais pas si vous la connaissez, mais Partons, la mer est belle, qui pour moi est une des plus grandes chansons de la francophonie. Puis à chaque fois qu'on se met à chanter ça, tout le monde se met à brailler. Puis, tu sais, Wow. parce que ça rappelle... Mais oui. moi, ça me rappelle ma mère qui me chantait ça. Et tout le monde, ça leur rappelle quelque chose. Puis c'est une chanson triste, mais en même temps qui est porteuse d'espoir. Mais tout le monde... Ça, c'est une chanson, on la chante parce que tout le monde la connaît. Tout le monde peut chanter le refrain, mais c'est tellement puissant quand tout le monde chante cette chanson-là. Puis l'anecdote de cette chanson-là aussi, vous me dites si je fais trop de digression, mais c'est que c'est une chanson française à la base, qui est oubliée complètement en France, qui a été importée ici au 19e siècle, je pense, puis qui a été oubliée en France, puis que nous, on se l'est appropriée, puis aujourd'hui, c'est comme devenu la berceuse nationale des Québécois. Fait que c'est une chanson comme ça serait-tu plate que les jeunes sachent plus chanter ça dans une génération? Ça Ben serait oui. épouvantable. Fait que, tu sais, faut préserver. On a des joyaux comme ça. Fait que je vois pas le problème, mettons, d'apprendre cette chanson-là Ben non. dans un cursus national à des enfants. Ben non, c'est sûr, oui. Puis c'est ça, il y a deux choses que je vois dans ce que vous dites. C'est que d'une part, tu sais, c'est une richesse, les grandes plateformes comme Spotify puis Netflix, d'avoir accès, justement, tu parlais c'est un film ou une série danoise. Moi aussi, tu sais, j'écoute du contenu international qu'autrement, j'aurais pas vu à Télé-Québec, Ben j'aurais oui. pas vu à TVA. Puis, Ouais, puis c'est vrai pour l'inverse aussi. C'est que Exactement. Oui. nous, ça nous fait voir à l'international. Mais aussi. tout ça, il faut pas non plus que ça se fasse au dépend de notre propre culture. Parce que là, justement, tu sais, c'est ces lieux communs-là qu'on va perdre. Mais Ouais. c'est ça, je trouve ça beau, justement, ton anecdote avec la berceuse, parce que effectivement, ça crée... Dans une époque où on est de plus en plus individualisé, Ouais. ben là, on se retrouve, puis qu'on a ces références-là communes, ça crée des liens, comme je disais Exactement. tantôt. Puis plus une œuvre a un caractère typiquement, tu sais, qui reflète la typicité culturelle d'où elle vient. Je te parle de ce film danois-là, tu sais, c'est méga danois, là, ça se passe dans un univers danois. Je connais pas le Danemark, je suis jamais allé au Danemark, mais tu sais, à travers ça, je découvre le Danemark. Mais comme tu sais, un film comme Crazy qui a voyagé partout dans le monde, là, dans des endroits improbables comme le festival de Marrakech où il y a eu une ovation debout, tu sais. Wow. Puis le Maroc, c'est pas spécialement reconnu pour l'ouverture envers les LGBTQ, mais même à ça, c'est tellement universel, c'est tellement porteur d'un message universel, mais en même temps, c'est tellement ancré dans la québécitude. C'est pas un film ontarien, tu sais. Non, C'est- non. Fait que, tu sais, quand on se demande c'est quoi notre culture, mais tu sais, il y a de l'impalpable dans la culture, mais tu sais, en regardant un film comme ça, mais on se rend, tu sais, puis en plus, c'est même pas un film qui se passe à notre époque, fait que, mais même nous qui vivons pas à cette époque-là, qui n'avons pas connu cette époque-là, mais on se reconnaît complètement C'est à travers familier, notre ouais. propre histoire, c'est ça, puis par des schèmes familiaux, des façons d'interagir. Tu sais, moi, pour jouer mon personnage, je me basais sur ce que mon frère, comment mon frère agissait avec moi. Tu sais, à l'époque, on se traitait on peut plus dire ça, mais on se traitait de fif. Tu sais, c'est hey, le fif, tasse-toi. C'était l'époque, là. Tuez-moi pas personne. Mais tu sais, il y a une réplique
dans le film que je dis à mon frère, ta gueule, le fif. Mais tu sais, je répliquais ce que mon frère m'avait dit. Mais tu sais, c'est des schèmes comme ça. Puis là, ça, c'est des bons plis à faire disparaître, mais quand même, c'est typique de l'époque. Tu sais. Puis en tout cas, c'est la mère, comment la mère, elle, tu sais, la structure, la structure, comment je veux pas dire matriarcat, je trouve que c'est un mot péjoratif, mais comment nos mères agissaient. Il y a une façon que nos grands-mères étaient, nos mères, nos pères aussi. C'était ça, à cette époque-là, les pères plus bourrus, qui parlaient moins parce que c'était du monde moins éduqué. Puis, mais en tout cas, c'était tout un univers. Mais donc, ce qui fait qu'un film ou une œuvre voyage mieux, c'est parce que tu disais, faut pas non plus édulcorer nos œuvres. Mais c'est le contraire. Plus elles vont être québécoises, plus elles vont être ancrées dans la québécitude, ben, plus elles vont voyager, parce que plus ça devient intriguant. Souvent, j'étais allé à London, en Ontario, des étudiants m'avaient invité pour parler de cinéma. Puis, je leur disais, ils me disaient... Il me disait, moi, mais comment vous faites? Nous autres, on veut déménager au Québec. Il y en avait plus qui disaient, on veut déménager au Québec, on veut apprendre le français, parce qu'ils se rendaient compte que le fait que le film soit français, il était beaucoup plus exportable parce qu'il y avait un exotisme qui était créé par ça. Tandis que les films canadiens, ils voyagent pas, ils vont pas les voir. Fait que souvent, même au Québec, quand j'ai déjà été approché pour des projets en anglais, qui aurait pu très bien être en français, souvent des courts-métrages, des gens qui font... Puis ils s'imaginent qu'en le faisant en anglais, ils vont être big, là, puis ça va être... Ils vont avoir plus de capacité d'être exportés, puis je leur dis toujours, mais c'est complètement l'inverse. Ouais. Si tu fais ton film en français, t'as beaucoup plus de chances qu'il se noie pas dans la marée anglophone. T'imagines-tu le nombre de courts-métrages en anglais qu'il y a sur la Terre, puis qu'il y a juste en Amérique du Nord? Même si c'est un chef-d'œuvre, ton affaire, il va se noyer dans l'océan. Tandis que si tu le fais en français... ben, t'as beaucoup plus de chances qu'ils s'exportent. Les gens vont voir que c'est une curiosité, même aux États-Unis, en France, dans tous les pays francophones, dans tous les pays partout, parce qu'ils se disent, ah, mon Dieu, ça se passe en Amérique. Ces gens-là parlent français. Fait que souvent, même des gens qui ne savent pas qu'on parle français en Amérique. Ben oui. Que là, ils découvrent une autre culture. Fait que c'est ça. Moi, j'ai fait un film d'horreur qui s'appelait Landgraves, un court-métrage que je trouve incroyable. Je trouve que c'est puis c'est pas parce que je joue dedans, je trouve que c'est très, très réussi. Puis, tu sais, ça s'était passé en anglais. Le film a gagné genre 22 prix, là, je sais pas quoi. Il a voyagé partout. Puis ce qui est assez rare pour un court-métrage de genre, en plus. Mais le fait qu'il soit québécois, je suis convaincu que ça a aidé ce film-là à voyager. Sûrement. Fait que, voilà. Ouais, c'est très intéressant parce que souvent, les détracteurs, souvent en plus... niveau Radio X à Québec, là, ils vont dire les péquistes veulent mettre un dôme au Québec. Puis ils veulent qu'on consomme la culture québécoise. C'est ça, exactement. Ce discours-là, on l'entend, puis on le voit. Mais tu sais, non, au contraire, c'est beau d'avoir accès à de la culture danoise, à des œuvres coréennes, à des œuvres de partout à travers le monde, des œuvres américaines aussi. C'est juste qu'il faudrait pas que la planète en entier devienne seulement avec des référents américains, avec des films d'Hollywood puis de la musique des États-Unis. Mais on a l'exemple. On a l'exemple à côté de nous, ça s'appelle le Canada. Exactement. Au Canada, puis je veux pas... c'est pas pour dénigrer puis dire du mal du Canada, mais force est d'admettre que c'est des gens qui consomment pas du tout leur culture. Ben oui. Comme je disais, au cinéma, leurs films sortent même pas au cinéma en salle. Il n'y a personne qui les voit, personne qui les connaît. La musique qu'ils composent, c'est parce que aussi, le problème, c'est qu'ils sont tellement pareils comme les États-Unis que dès qu'il y a quelqu'un qui perce un peu là-bas, il s'en va aux États-Unis puis il se noie dans l'hollywoodisme puis le marché américain. Fait que c'est un peuple qui est pas capable, tu sais, ou aussi dont le folklore tu sais, a été un peu en fait je sais pas c'est quoi le folklore ontarien. Il y en a-tu un folklore ontarien? Je sais que les Terre-Neuviens ont été beaucoup hérité plus les provinces de l'Est, ils ont gardé plus leur côté écossais, leur côté irlandais, mais tu sais dans une province comme l'Ontario, tout ça, tu te dis, mais c'est en où leurs racines? Comment, tu sais, je me demande même, quand t'es Saskatchewanais, comment tu fais enseigner ton histoire? Est-ce qu'ils enseignent l'histoire de la Saskatchewan? Je sais pas, tu sais, peut-être, là, mais... J'en ai aucune idée. Mais ça serait intéressant de savoir ça. D'ailleurs, je vais me prendre une note qui commence à être ton histoire en Saskatchewan. Mais...
Oui, c'est ça. Puis on a cette chance-là au Québec d'avoir un folklore qui nous est propre, qui existe pas nulle part dans le monde, évidemment, qui est fait de plein d'emprunts, écossais, bretons, irlandais, beaucoup. Mais juste ça, juste d'avoir ça. Puis d'ailleurs, nos groupes qui voyagent le plus dans le monde, c'est nos groupes qui font de la musique traditionnelle. Ouais. Sont jamais disponibles, ce monde-là, sont toujours partis un peu partout dans le monde parce qu'il y a un appétit fou. Je me souviens, j'étais allé à Londres une fois, puis j'avais été dans un magasin de disques, puis j'avais trouvé, il y avait une section bottines souriantes, puis j'avais pris le disque, je pense que c'était la Mistrine, je sais pas quoi. Il était écrit dessus the best record of all time. The best traditional record of all time. Ah ouais. Wow, quand même. Oh. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais c'est parce qu'on a un folklore propre. Tu sais, c'est parce que si c'était le même folklore, si c'était du folklore irlandais qu'on faisait, ben, ce monde-là écouterait du folklore venant de l'Irlande, mais là, il y a comme une espèce de curiosité. Fait que C'est ça une aussi, richesse d'avoir les deux. Exactement. Tantôt, tu parlais d'avoir une plateforme québécoise. Parce qu'en ce moment, on a Tout.tv, on a Illico Plus, on a Crave également, qui a beaucoup de contenu québécois. Est-ce que tu penses que ce serait réaliste, justement, de forcer ces gens-là, finalement, à faire une seule plateforme? Est-ce que ça se peut, ça? Parce que c'est quand même Radio-Canada puis Québécois qui... Pas même à Radio-Canada, il y a une hérésie dans Radio-Canada qui s'appelle Tout.tv Extra, là, d'avoir à payer pour quelque chose qu'on paye déjà, ça coûte, je veux dire, c'est 1,3 milliard qui est investi ou 1,2, là, je veux pas dire n'importe quoi, dans Radio-Canada. Puis en plus, on repaye à travers... On repaye la plateforme, puis même qu'il y ait des publicités à Radio-Canada, c'est complètement bizarre. Aberrant. Ça devrait être sur le modèle de la BBC, puis... dire que c'est une vraie télé. Moi, je dis souvent en boutade que Radio-Canada, quand j'étais petit, c'était pas écoutable. Puis c'était bien comme ça. C'était Robert Guisculi, c'était des entrevues de fond, c'était il y avait une certaine austérité, mais c'était éducatif, puis c'était des émissions de fond, du journalisme de fond, du vrai journalisme d'enquête de fond, les topos internationaux, les journalistes étaient sur les lieux, puis tout ça a disparu. Avec Radio-Canada, ici Musique, qui est une catastrophe totale. Là. C'est rendu une espèce de c'est quoi numéro 2, plus, là, je sais pas quoi. Tu sais, à l'époque, je me souviens, il y avait une émission justement de musique traditionnelle, ça s'appelait La Deuxième Chaîne dans ce temps-là. Il y avait une émission de musique traditionnelle québécoise. Puis elle a disparu du jour au lendemain. Puis là, j'ai écrit à l'homme Goodman. OK. Il m'a réécrit en disant « Ah non, mais faites-vous-en pas, on a une émission de musique du monde maintenant. » OK, notre musique traditionnelle, c'est rendu de la musique du monde pour vous. Ça se fond dans la musique du monde. C'est incroyable. Fait que, mais c'est ça. Donc, Radio-Canada, une plateforme. Mais tu sais, le problème en ce moment, c'est que, bon, il y a une espèce d'hégémonie ben, puis je le dis pas péjorativement, il y a Québécois qui prend énormément de place. Puis j'arrive pas encore à me faire une tête si c'est pour le bien, pour le mieux ou pour le pire. Mais force est d'admettre que s'ils faisaient pas ça, si Québécois disparaissait de zone culturelle en ce moment, il y aurait bien des affaires qui n'existeraient pas. Je pense au projet Éléphant, qui est un projet qui répertorie à peu près tout le cinéma québécois. Mais en même temps, ils sont en train de grappiller tellement qu'on se dit, mais là, il va y avoir une compagnie privée qui va gérer la culture au Québec au complet. Fait que, tu sais, il va falloir trouver des moyens pour pallier à ça, pour dire, ben là, il va falloir diversifier l'offre et la demande. Une plateforme nationale, ben, nous autres, on s'est dit, comme à l'Union des artistes, on a déposé un mémoire, il y a un groupe de travail sur l'avenir de l'audiovisuel qui a été mis en place par le ministre de la Culture actuel, Mathieu Lacombe, puis on propose, on dit ben, si vous voulez faire une plateforme nationale, parce que le problème en ce moment, c'est que les artistes on a ce qu'on appelle des droits de suite. On a des droits. Tu sais, si moi je joue dans une télésérie, puis que la télésérie est rachetée, ben, je dois être repayé une partie de mon salaire parce que les droits étaient juste achetés pour. Bon, on a dit, ben regardez, si on est prêt à tout mettre, mettons, après 5 ans sur une plateforme. Donc, tout ce qui est fait au Québec devient disponible sur une plateforme unique après 5 ans. Que ça devient un bien commun parce qu'on l'a payé. Parce qu'il faut savoir aussi qu'en culture québécoise, en audiovisuel surtout,
il n'y a pas d'argent privé là-dedans, là, ou à peu près pas. Là. C'est de l'argent, c'est des producteurs. Dans le fond, on donne de l'argent public aux producteurs, puis le producteur gère l'argent pour faire des émissions. Fait que nous, on serait prêts à dire, ben après 5 ans, si on met tout sur la plateforme, de dire, ben si le producteur le met gratuit, nous autres, on va laisser faire nos droits après 5 ans pour cette plateforme-là. Fait que comme ça, tout le monde aurait droit à avoir accès aux œuvres nationales. Tu sais, je pense à des trucs comme justement Passe-Partout. C'est pas accessible. C'est fou, c'est une affaire qui a bercé notre jeunesse. Tout le monde, on connaît toutes les chansons. Ça a complètement, un peu même révolutionné la télé québécoise. Puis on peut plus l'avoir nulle part. Mais pour une question de droit. Puis c'est pas parce qu'il y a des méchants là, à quelque part. Non, là, non. c'est une question de droit. Mais cette chose-là, il va falloir y ressonger, il va falloir trouver une méthode. Mais tu sais, à condition que tout le monde mette la main à la pâte puis que tout le monde accepte de dire, ben nos droits vont être valides pour un temps. Puis ça ne concerne pas non plus les ventes à l'international. Là. On pourrait dire après 5 ans, pour cette plateforme-là, on laisse aller nos droits, mais s'il y a des ventes à l'international, ben là, on récupère nos droits comme il se doit. Fait que il y a des solutions possibles. Là, moi, je me dis qu'il faut c'est pour ça qu'on a fait une lettre ouverte cet automne plutôt. Pour réclamer des états généraux en culture, parce qu'il est temps justement qu'on se réassoie. Ça fait depuis 1973 qu'il n'y a pas eu de une grande réflexion sur la culture québécoise. Donc justement, de voir d'où on vient, où on s'en va, y aller par secteur, parce que les écrivains ont des enjeux que les cinéastes n'ont pas, et vice-versa. La musique, c'est un grand enjeu aussi. La découvrabilité de notre musique, c'est à peu près autour de... Tu sais, en France, la musique... écoutez, puis là, je vais dire des chiffres approximatifs, là, parce que je les ai pas devant les yeux, mais en France, si je ne m'abuse, c'est autour de plus que 60% de musique qui est écoutée par les Français, qui est française. Au Québec, c'est moins de 8% de musique qui est québécoise. Pourquoi, selon toi? C'est une bonne question. C'est une méchante bonne question. Ouais, est-ce que c'est parce qu'on est en train de se faire bouffer par les plateformes d'écoute? Mais en France, ils ont beaucoup de politiques culturelles. C'est pour ça que moi, je pense qu'un prochain gouvernement du Parti québécois devra réfléchir très, très sérieusement à la question culturelle. Mais je pense que ça commence par des états généraux. Ça commence par mettre les gens autour de la table et pas arriver en disant il y a 2-3 personnes qui ont des solutions pour vous, puis on va vous les imposer. Non, c'est vraiment d'écouter, puis qu'un futur ministre de la Culture devrait s'asseoir puis dire moi j'ai pas de solution. C'est-à-dire, j'en ai dans ma tête, là, mais faut écouter tout le monde, puis prendre les meilleures propositions, puis repenser complètement notre culture. Puis les enjeux majeurs, c'est la jeunesse, la découvrabilité, l'éducation aussi. Là, ça va passer par un cursus national, parce que c'est pourquoi, quand tu habites à Bécomo, tu n'as pas accès à la même culture que, évidemment, en art vivant, je peux comprendre, mais tu sais, pourquoi quand t'es à Bécomo, t'as un accès pauvre à la culture, quand il pourrait très bien avoir des artistes qui se promènent un peu partout, des troupes de théâtre, de musique, n'importe quoi, de favoriser l'occupation du territoire culturel, puis même des gens locaux aussi, d'investir de l'argent pour que les gens du coin créent, puis aient les moyens de créer aussi. Fait qu'il va falloir réfléchir à tout ça de façon très, très sérieuse. Je pense que ça va passer par des états généraux, personnellement, mais quand on a sorti notre lettre ouverte, le PQ a fait une motion le jour même pour appuyer la lettre, puis appuyer les artistes, puis dire que ça prenait des états généraux, ce que la CAQ a refusé, mais bon, il reste 2 ans. Oh mon Dieu! C'est très intéressant les différentes pistes que tu apportes. En faisant mes recherches, justement, j'ai vu qu'en France, ils ont fait une plateforme française là, pour faire compétition à Netflix. Ça s'appelait Salto. C'était le diffuseur public. France Télévisions avec un diffuseur privé. Je pense qu'il y était 3 groupes là-dedans, là, dont C8. Fait que c'est quelque chose qui effectivement, ça peut se faire. Même que, est-ce que tu penses qu'on pourrait faire une plateforme francophone, c'est rendu là, parce que le Québec, c'est quand même un petit marché, puis on a le goût que notre culture s'exporte, notamment dans la francophonie. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se faire, une plateforme francophone avec la Suisse, la Belgique, moi, je pense que oui. l'Afrique francophone aussi? J'ai un bon ami qui est député belge, puis on en parle souvent de ça. Ce serait, d'ailleurs, on le dit souvent à la farce, si le Québec devient indépendant, on pourrait prendre la Wallonie comme territoire outre-mer. Annexer la Wallonie comme territoire outre-mer. Très cute. Oui, c'est ça. Mais t'as sondé un Belge, puis c'est 100% pour mais le les oui. députés! Non, mais c'est une blague, mais on disait ça à la boutade parce que les Wallons, ils veulent pas se rattacher à la France, puis
ils ont pas plus d'affinité avec les Flamands que nous, on en a avec les Canadiens anglais. Puis les Belges se font souvent passer pour... Les Français, ils prennent souvent des Belges comme des Québécois et Oui, vice-versa. c'est ça, Ouais, c'est c'est ça. ça. Je dis souvent en boutade, si les Français sont nos cousins, les Belges sont nos frères. C'est bon, ça. Mais oui, il y a une espèce de plateforme qui couvrirait la francophonie parce que, tu sais, il y a eu un rapport sur la découvrabilité du contenu québécois qui est sorti le printemps passé, si je ne m'abuse, qui, quand il s'agit de parler de l'international, ben, il réfère beaucoup à la France. Mais tu sais, à un moment donné, la France, j'ai l'impression souvent que la France nous accorde pas l'importance qu'on mérite. Ouais. Pour plein de raisons. On se demande des fois si on n'est pas des petits rigolos d'Amérique. Là, Avec des caribous. ouais, puis, c'est ça. Mais nos raquettes. je pense que il y a un marché puis un marché, puis pas juste un marché, il y a un territoire de collaboration, mais monumental dans l'Afrique francophone. Puis ça, on en parle très peu. Puis, mais tu sais, on va être 700 millions de locuteurs autour des années 50, je pense, si je ne m'abuse, en français, grâce à l'Afrique francophone. Fait qu'il faudrait créer des ponts culturels avec eux, mais très, très solides. Là. Puis il faudrait vraiment les mettre dans l'équation. Puis ça serait très intéressant de faire des échanges culturels. Puis une plateforme aussi de mettre du contenu africain, qu'eux aient accès à du contenu québécois, qu'on fasse des coproductions. Il y a tout un monde à développer là, qui serait intéressant. Mais tu sais, pour ça, il faut enlever nos œillères de la France. Ça veut pas dire qu'il faut couper les ponts avec la France, mais là, c'est ce qu'on voit, on dirait qu'on a encore le vieux réflexe de la France, la métropole, tu sais. Fait que, tu sais, d'enlever ces œillères-là, puis dire, les Belges aussi, les Suisses, francophones aussi. Mais en tout cas, moi, je me concentrerais beaucoup sur l'Afrique pour ces questions-là. Il y a un immense pont à faire. Ben oui, c'est ça, c'est sûr. Là. Je suis allée en Suisse récemment, puis les Suisses trippent sur Garou, là. Tellement, ils me parlaient juste de Garou. J'étais comme, oh mon Dieu. C'est beau de voir qu'au moins Garou sera là-bas, puis tout le monde trippe dessus, mais... Ils savent ce qui est québécois, ils pensent qu'il est suisse. Non, ils savent qu'il est québécois. Ils savent, puis je pense qu'ils aiment ça. Ils sont comme, il est pas français, il est pas suisse, il est québécois. Ouais, Fait que là, c'est comme Garou, il fait des shows et tout en Suisse. Mais dans plein de pays d'Europe, là, c'est ça que j'ai appris dans la culture européenne. Puis je trouvais ça vraiment cute aussi. Mais ouais, non, c'est sûr que ça serait comme fascinant. Là. Je parlais tantôt avec Marc-Antoine du film Café de Flore, que c'est comme une coproduction française. Je sais pas, en fait, c'est une coproduction, mais t'as des séquences en France puis au Québec. Puis je trouve que c'est tellement riche comme film parce que c'est les deux. Ouais. Fait que je me dis, imagine avec des films comme les deux cultures, que ce soit en Afrique ou en Belgique, juste en français, tu sais. C'est fou, là. Puis on connaît assez peu l'Afrique francophone, en tant que Québécois. Puis tellement, ça là. nous permettrait de découvrir effectivement Tout à fait. Vraiment, ces cultures-là. Fait que ouais, absolument. Quand on parle de la crise des médias, de quoi parle-t-on? Parce qu'on entend beaucoup ça de nos jours, puis surtout là, avec Meta, hein, on le voit, qu'il y a les nouvelles. C'est quelque chose qui te préoccupe, toi, la crise des médias? Ben écoute, je suis pas journaliste, là, mais oui, je le vis comme tout le monde. Là, le fait de ne pas avoir accès, de ne pas pouvoir publier, je le vois surtout en politique, on a besoin beaucoup des médias sociaux. Dans ma vie syndicale aussi, j'ai énormément besoin des médias sociaux, puis c'est complètement débile de ne pas pouvoir partager une nouvelle sur certains médias. Oui, mais tu sais, je suis pas... Ça a-tu un impact sur la culture? Oui, c'est sûr, parce qu'on peut pas, tu sais, je veux dire, on peut partager, ça va aller les petits chats qui jouent avec du papier de toilette, là, tu sais, il y a pas de... Mais oui, s'il y a des articles importants, on peut pas les partager, tu sais, comme justement la lettre ouverte qu'on a sortie sur les États généraux, ben je pouvais pas partager l'article de la presse sur Facebook, puis j'ai beaucoup tu sais, j'ai 5000 amis à peu près Facebook, là, acquis au fil du temps, mais tu sais, c'est un bastion population qui est intéressant, puis beaucoup d'artistes là-dedans, puis là, je peux pas... Fait que oui, c'est un enjeu majeur, mais ça, tu sais, c'est parce qu'il va falloir... La souveraineté aussi, ça va passer aussi par se dégager, trouver une façon de contourner les GAFAM. Ceci dit, on peut les utiliser, les GAFAM, hein, tu sais... Il n'y a rien qui nous empêcherait de faire... mon ami David Bussière qui me disait ça, qui est aussi sur le CA de l'Union des artistes, qui avait une super idée, tu sais, de pourquoi on ne ferait pas des plateformes nationales sur Spotify, utiliser Spotify. Dire, on va faire des listes de lecture.
il n'y a rien qui nous empêcherait. Musique québécoise. Puis là, tu fais des sous-listes de lecture. Musique québécoise, reggae, rap, chansons. Faut en tirer profit des plateformes. Oui, c'est ça. Puis là, tu peux faire ces listes-là. Tu engages un fonctionnaire ou deux qui fait des listes. Puis c'est juste ça, sa job. Ça coûte pas très cher. Puis tu fais de la pub. Comme lui me disait, puis je trouvais que c'était une super métaphore. Tu sais, on fait le cochon d'ici, le fromage d'ici, le poulet d'ici. Pourquoi on fait pas la musique d'ici? Oh mon Dieu, Mais ça va ouais. passer par les plateformes, puis c'est pas vrai qu'on va réinventer une plateforme. Tu sais, il y a Cube qui a essayé, puis ça a foiré. Là. Puis c'était très louable leur essai, là, mais utilisons ce qui est déjà là. Puis utilisons à bon escient, mais tu sais, je pense que ça va passer par la publicité, puis dire, écoutez la musique d'ici, puis la propager la bonne nouvelle. Aller voir des shows. La rendre accessible, finalement. La rendre accessible, exactement, oui. mais tu sais, la concentrer. Puis tu sais, on peut faire des listes de lecture québécoises, mais comme on disait, on peut très bien inclure de la musique francophone, africaine, Ben oui. européenne, même de la musique du monde, là, tu sais, pas obligé que ça soit... ceinture fléchée, là, tu sais, mais qu'il y ait une majorité de contenu francophone, mais puis ça pourrait intéresser les gens d'autres pays aussi, tu sais, pour venir écouter ce qui se fait ici aussi. Mais je pense qu'il y en a déjà un petit peu, mettons, quand même, sur Spotify, des playlists francophones. Oui. Mais ce serait cool d'en faire des un peu plus, tu sais, vraiment, là, vraiment... Mais qu'il y ait une playlist avec des sous-catégories, tu sais, comme il y en a dans plusieurs... Mais je pense au franco... Tu sais, ici, à Montréal, il y a le Festival des francopholies. Fait que ça encourage plein d'artistes, pas juste québécois, mais en francophone. Mais je me dis, c'est quand même pas un festival qui est accessible à tous. Là. Je veux dire, il y en a d'autres, à Baie-Saint-Paul et tout, mais c'est pas comme les francos. Tu sais, les francos, c'est vraiment de la musique en français. Ouais. Fait que je suis comme, ça serait fun qu'il y ait un festival qui se promène un peu plus ou... Je sais pas. Là, moi, j'essaie de vraiment y aller. En plus, c'est gratuit, mais... Ouais. Je pense aussi que j'avais vu une sortie des Oui Québec qui avait parlé justement de culture, du fait que sur les grandes plateformes, le contenu québécois n'est pas nécessairement référencé parce qu'ils vont référencer du contenu canadien. Justement, comme on parlait tantôt. OK, c'est une bonne nuance. C'est ça notre discussion, puis c'est justement l'un des avantages de devenir un pays, c'est que là, on va être considéré comme effectivement un pays, une nation, puis ils vont se mettre à référencer plus notre contenu québécois sur les grandes plateformes. Fait que ça aiderait beaucoup, je pense, le milieu culturel. Est-ce que tu sens que la CAQ, le gouvernement caquiste qui est en place, écoute les acteurs du milieu culturel en ce moment? Ben, pour être honnête, j'apprécie le travail de Mathieu Lacombe. C'est quelqu'un qui est très... qui je veux dire, qui est de bonne foi, qui veut faire avancer les choses. Après ça, je suis pas sûr qu'il y ait une grande écoute au sein de son propre cabinet des ministres, conseil des ministres plutôt. Je sais pas l'influence qu'il a. Mais lui, j'ai beaucoup de respect pour lui. Je pense qu'il y a un effort de fait. C'est un gouvernement qui a investi quand même de l'argent. Tu sais, je redonnais à César ce qu'il y a à César. Je veux pas faire de la politique réac, là. Puis, tout ce que l'autre fait, c'est de la merde. Ça m'énerve en partant. Mais non, je pense qu'il y a... Mais il y a un problème... parce que les problèmes sont... Moi, ce que j'ai moins aimé de M. Lacombe, c'est de rejeter du revers de la main l'idée des États généraux. Je pense que c'est une bonne solution d'asseoir tout le monde ensemble puis que de pas avoir de solution d'avance. Puis tu sais, on avait quand même réussi, au moment du dépôt, on est rendu à plus que 700 signatures, mais on avait 300 signatures de gens du milieu culturel de grande pointure. Là, on avait des artistes de grand renom qui ont signé. Fait que j'ai eu de la misère un peu à avaler le fait qu'il rejette ça du revers de la main. Après, il nous l'avait dit d'avance, on n'en fera pas d'état généraux, on veut pas ça. Parce que son argument, c'est de dire que ça partirait dans toutes les directions, puis que tout le monde... Mais tu sais, parce que la culture, c'est trop vaste, puis on commencera pas à partir dans toutes les directions, puis à écouter tout le monde, avec que tout le monde fasse son petit boniment, puis on saura plus où ça sera. En tout cas, même j'ai compris la chose. Ils sont pas capables d'organiser ça, ils ont pas confiance. Ben, c'est-à-dire, je comprends son argument, mais il y a un autre contre-argument, c'est de dire, mais oui, mais on peut très bien faire des états généraux sectoriels, tu sais, en faire sur l'audiovisuel, en faire sur la musique, en faire sur la peinture, en faire sur les écrivains, tu sais, puis faire des tables de concertation, puis après ça, faire une politique nationale
général avec ce qui s'est dit sur ces différentes tables de concertation-là. Mais c'est pas une avenue possible pour eux autres. Fait que là, ils ont mis un groupe de travail en place sur l'audiovisuel parce qu'il y a des grands problèmes de financement en audiovisuel. Puis c'est pas tant qu'il n'y a pas d'argent que l'argent est très mal redistribué, à notre avis. Il y a très peu l'argent va dans la main de très peu de personnes. Puis c'est de l'argent public. Puis des compagnies qui en mènent très, très large, qui ont beaucoup d'argent public par rapport à des jeunes compagnies qui n'ont pas grand-chose. Puis ça, c'est un autre enjeu pour la souveraineté culturelle du Québec, c'est que les jeunes n'ont plus d'accès. Les jeunes producteurs n'ont plus d'accès, n'ont plus de porte d'entrée pour la télédiffusion parce que c'est tout pris par des grosses compagnies qui gèrent plusieurs projets. Puis ces compagnies-là appartiennent à des consortiums cotés en bourse, dont Québécois, dont Bell Media. Fait que si t'es pas, mettons, si toi t'es producteur, puis si t'appartiens pas, si t'as pas une partie de tes actions qui appartiennent à Bell ou à Québécois, ben Québécois, Bell te feront pas jouer sur Nouveau puis te feront pas jouer sur TVA. Fait que là, si t'es une compagnie en dehors de ça, ben c'est quoi ta porte d'entrée dans le... Fait que ça, en tout cas, bref, là, c'est un peu du jargon, je veux pas vous assommer avec ça. Mais il y a ces enjeux-là à régler. Fait que là, ils ont mis un groupe de travail, mais tu sais, un groupe de travail, moi, en tout cas, je donne la chance au coureur, mais on a toujours l'impression que quand on fait un groupe de travail comme ça, c'est qu'on a déjà la réponse d'avance, puis on fait fitter les interventions de ceux qu'on invite avec la réponse qu'on veut avoir. Contrairement à s'il avait fait une commission parlementaire, où là, chaque parti aurait pu poser ses questions au gré de sa vision des choses. Mais en tout cas, on verra. C'est dommage ça, qu'il soit pas plus à l'écoute puis qu'il n'aille pas de l'avant avec les États généraux. Je pense que c'est une excellente idée. Je voulais parler effectivement, comme tantôt on parlait du camp du oui. Le prochain camp du oui, des artistes, de l'implication des artistes dans le camp du oui. Tu disais que bon, il y a... Puis on le constate, là, il y a de moins en moins d'artistes qui se prononcent pour la souveraineté, quoique dans les dernières années, ça commence un petit peu plus, tranquillement, mais sûrement. Est-ce que tu sens que c'est une question qui est taboue ou les gens ils veulent parler, mais ils n'osent pas encore parce qu'on n'est pas encore au référendum? Est-ce qu'ils ont une opinion ou ça les intéresse tout simplement pas, les artistes autour de toi? J'ai l'impression que c'est très intuitif là, parce que j'ai pas de... Non, t'as pas de données. J'ai pas de données, mais j'ai l'impression qu'il y a un retour des artistes qui est en train de se faire, là, que les langues se délient de plus en plus, puis que moi, j'ai plusieurs artistes qui m'approchent, puis qui se rapprochent du Parti québécois aussi. Qui arrivent avec des suggestions justement pour la culture, qui veulent se rapprocher. Fait que j'ai l'impression que même à la prochaine campagne électorale, on devrait avoir beaucoup plus d'artistes sur la ligne de front, peut-être même en candidature officielle. Là, je ne veux pas présumer de rien, mais j'ai parlé à beaucoup d'artistes qui lèveraient la main pour se présenter même. Fait que je pense qu'on y a un changement je sais pas, il y a un changement qui s'opère dans le milieu artistique sur cette question-là. En tout cas, ça donne confiance pour le prochain camp du oui. Ça donne très confiance dans le prochain camp du oui. Mais en même temps, est-ce qu'on est encore à une époque où c'est les artistes qui vont influencer beaucoup? Mais de toute façon, les artistes, on leur prend souvent de la magie, là, mais c'est pas eux qui ont fait gagner les 2 derniers référendums. C'est pas eux qui ont empêché Trump de rentrer aux dernières élections. C'est pas eux qui vont barrer Poilievre. Mais l'apport est importante, je pense, des artistes évidemment est importante parce que c'est pour que les gens s'identifient beaucoup aux artistes puis que ça crée un mouvement d'identification, ça c'est magnifique. Mais je pense que ça va être important, les artistes vont être importants dans la création du contenu culturel qu'on va avoir à mettre en place, des politiques culturelles, de la politique culturelle d'un prochain Québec indépendant. Mais on va avoir besoin d'avoir beaucoup d'artistes autour de la table pour avoir leur vision des choses. En dehors des artistes, est-ce que tu es confiant plus généralement comme indépendantiste que le prochain référendum, on a des chances de le gagner? Est-ce que tu sens qu'il y a un momentum au Québec qui se bâtit présentement pour l'indépendance? Moi, je veux voir les choses de façon étapiste. Là, il y a un bon momentum pour le Parti québécois, c'est déjà ça. Ce qui est, à mon avis, de bon augure pour l'indépendance. Oui, je pense, je veux dire, je mentirais si je pensais pas on aura un référendum très certainement dans les prochaines années. J'ose l'espérer, je vais y travailler de tout mon cœur. Je pense que le PQ va pas reculer sur la question. Les dés sont joués sur cette question-là. En tout cas, je l'espère.
Puis j'ai bon espoir que les jeunes quand ils vont avoir l'argumentaire, quand on va leur servir le vrai argumentaire, puis qu'ils n'auront pas le choix de se poser la question et de réagir, parce que là, si on force personne à réagir, ben, tout le monde reste dans son camp. Mais moi, j'ai eu beaucoup de... Dans la dernière campagne, j'ai parlé... J'étais au cégep de Rosemont, j'ai eu affaire une couple de fois aux jeunes, à parler aux jeunes des débats devant les jeunes, même à Jean-Eudes, au collège Jean-Eudes. Et puis, je me souviens, même à Jean-Eudes, j'avais été faire un débat là-bas. Puis après puis c'est pas du monde qui me connaissent comme artiste, là, c'est des jeunes ados, mais après le débat, j'étais une rockstar. Là. Ils sont venus tout autour parce que ils disaient mais comment monsieur, il m'appelait monsieur, monsieur, c'est quoi ça l'indépendance, comment c'est, puis des jeunes toutes origines, je trouvais ça tellement magnifique, j'avais les larmes aux yeux, mais ils étaient vraiment curieux de savoir mais comment ils venaient d'atterrir sur la planète Québec là, ils avaient jamais entendu parler d'indépendance. C'est ça que je me rendais compte. Je me rendais compte. Puis les autres partis n'en parlaient pas. Je ne veux pas dire du mal de mes adversaires, dont Vincent Marissal, qui était mon adversaire, pour qui j'ai beaucoup de respect, ceci dit, là, mais il parlait pas d'indépendance. C'est pas vrai, là, il n'en parlait pas. Il y a au détour d'une phrase, des fois, mais c'était pas un sujet. Moi, je martelais le sujet. J'arrivais, puis je disais, on va de là, c'est quoi les solutions? Ben, pour ça, c'est l'indépendance. Au cégep Rosemont, même chose. Les jeunes étaient complètement motivés par l'idée. Fait que j'ai l'impression que quand ils vont être forcés de faire le choix, je vois pas... Tu sais, puis entre vous puis moi, là, c'est... Quoi de plus ringard qu'être fédéraliste? Ça a l'air plate. C'est quoi, tu veux miser sur un vieux roi, qu'on dit même plus son nom, mais c'est... Avec une économie pétrolière. Avec une économie pétrolière. Avec qui on partage à peu près pas de liens culturels, pas de liens linguistiques. Non, moi, je comprends pas non plus. Je te rejoins là-dedans, puis je pense que Florence... Ouais, je pense pas qu'on va s'aider là, à trouver des réponses à cette question-là, parce que non, tellement pas. C'est difficile. Même moi, dans mon cours, je me dis comment je vais faire pour être comme nuancée, puis être cette prof qui est comme « Ah, tu sais, la culture canadienne, c'est vraiment cool. » Genre, je sais qu'il faut être nuancé puis de pas prendre position, mais je suis comme c'est quasiment impossible. Je peux pas comme faker de pas être indépendantiste, tu sais. Fait que je me dis comme... Non, c'est pas la culture canadienne. Non, c'est ça. Ce pays-là, cette ouais, structure-là. Non, c'est ça. C'est fade. C'est morne, c'est sans espoir, c'est livide. C'est comme... Où ça s'en va? C'est comme si c'est plat, ça bouge alors pas. Alors que l'indépendance, ça nous permet justement de repenser le Québec, de rêver, se projeter dans l'avenir. Exactement, c'est vraiment un projet qui s'est tourné quel grand peuple on pourrait être à la face du monde. Tu sais, juste si on avait une ambassade dans tous les pays, justement, comment notre culture pourrait rayonner, comment on aurait des partenariats économiques qui se feraient, comment, tu sais, juste que les gens sachent qu'on existe. Ça m'hallucine, ça m'a toujours halluciné. J'ai beaucoup été aux États-Unis dans le temps de Crazy, justement. Je faisais beaucoup de festivals aux États-Unis. Ah, tu sais, du monde, beaucoup de monde qui m'accueillait pendant le festival, là, tu sais, qui me faisait faire le tour de la ville souvent, puis il me demandait tout le temps, c'est quoi ton accent? Je disais, mais je viens de Montréal. Ah, ouais, ok. Mais c'est quoi ton accent? Ouais. Je parle français. Non, tu parles français, vous parlez français, mais du monde, des avocats. Ben oui. Des gens éduqués, des gens, des fois, qui avaient des doctorats, qui savaient pas. Donc, on est inexistant à la face même des États-Unis. Qui sont nos voisins. C'est incroyable. Je sais, c'est fou. Puis, même chose dans certains pays d'Europe. Tu es tout le temps obligé de justifier ton existence. Puis, même pas de la justifier, de la faire exister. Tu sais, en tout cas, moi, ça m'a tout le temps profondément choqué. Fait que, mon Dieu, tu sais, comment les jeunes peuvent pas être sensibles à cette question-là? Je dis, comment tu peux dire, non, moi, je vais rester dans ce vieux projet ringard-là de la monarchie pétrolière. C'est vraiment ça qui me touche, qui me fait rêver. Moi, je vois mon avenir, mes enfants vont être élevés là-dedans. C'est vraiment mais il faut leur poser la question aussi, tu sais. J'ai l'impression qu'ici, des fois, la politique avec les jeunes, c'est comme
pris pour acquis, on sait un peu c'est quoi, mais genre, moi, au secondaire, on m'a jamais comme assis puis on m'a expliqué c'est quoi, genre, comment ça se passe, comment les décisions. Fait que j'ai l'impression que ça prend un peu de structure. Ouais. Puis justement, en Suisse, j'ai su qu'ils faisaient des référendums à chaque 3 mois. Ouais. Mais c'est fou. Je veux dire, ça veut dire que t'aimes la politique ou non, t'as comme pas le choix de, OK, je vais prendre 10 minutes, je vais me renseigner. Je suis comme, oh, mais ça fait tellement des citoyens éduqués, puis OK, qu'est-ce qui se passe? OK, ben là, ils ont fait ce projet de loi-là pour ça. Fait que là, il y a moins de perte de temps. Je me dis, je sais qu'au Québec, on va peut-être pas se rendre là, mais je suis comme, c'est fou quand même qu'il y ait des groupes de gens, des citoyens qui sont capables d'agir comme ça. Ben oui, puis qu'on rapproche le pouvoir du peuple. Parce Exactement, que c'est pas juste mais de oui. voter une fois aux 4 ans, c'est juste non, c'est ça. L'exemple de la Suisse. Tu peux aller te prononcer dans des référendums, puis ça vient du peuple. Hein? C'est les gens qui lancent des pétitions. Puis là, quand il y a un certain nombre de signataires, ben là, on peut, par exemple, sur les États généraux exact, on pourrait faire un référendum là-dessus. C'est fascinant. Après ça, c'est la démocratie, puis les gens se prononcent. Puis par rapport à la souveraineté, ce qu'on disait tantôt, moi aussi, je suis confiant que ça va avancer parce que quand on va poser la question aux gens, c'est là que les gens vont s'intéresser. Parce que pour le moment, c'est un enjeu qui est quand même loin. Là. On n'est pas. Nous, en tant que souverainistes, on s'est jamais commencer senti... par prendre le pouvoir. Qu'un parti souverainiste prenne le pouvoir, déjà, ça va déjà être ça de prix. Là. Effectivement, mais on est en train de bien le préparer, je trouve. Ouais. Puis, on le voit aussi avec l'adhésion des jeunes au Parti québécois. Là. Les sondages ne mentent pas. Là. Ça monte en flèche. Puis quand on va dans les conseils nationaux ou le congrès du Parti québécois, mais c'est bourré de jeunes. Là. C'est pas un parti de tête blanche, là, sans rien enlever aux têtes blanches. Ça nous en prend beaucoup, mais c'est autrefois, ça a été que ça. Là, puis maintenant, il y a un désir d'exister dans le monde, comme tu le disais tantôt, avec les ambassades québécoises partout, dans tous les pays. Quand on va avoir notre passeport québécois, qu'on a un peu partout dans notre décor, mais un vrai passeport cette fois-ci, qu'on va pouvoir dire « je suis québécois », qu'on va avoir nos artistes qui vont voyager partout à travers le monde, puis qu'on va être plus référencés sur les grandes plateformes, comme on a dit tantôt, qu'on va être aux Olympiques, dans toutes les grandes compétitions internationales. Aussi, les équipes sportives, ça m'hallucine. Ah oui, complètement. Mais ça se ferait là. Ça se ferait demain matin. Dans toutes les compétitions internationales, sauf les Olympiques, on pourrait avoir des équipes québécoises. Mais qu'attend le gouvernement? Ça, c'est une autre histoire que je ne comprends pas. Il y a eu des Olympiques de jeunes là, récemment. C'était où? C'était au Bahreïn. C'est-tu beau de voir ces jeunes-là avec le drapeau québécois? Puis la cérémonie d'ouverture, que toutes les nations défilent avec leur drapeau. Puis ça s'est passé pour vrai. Allez voir les images sur Internet. T'as les athlètes québécois, la délégation québécoise, qui est une bonne délégation là, qui arrive, puis qu'on dit, bon, voici le Québec, puis ils arrivent avec leur drapeau. Moi, ça me donne des frissons. Comme ça, là, on existe. Puis on veut exister en tant qu'individu, mais on veut aussi exister en tant que nation. Non, puis c'est un beau pied de nez à ceux qui disent que le nationalisme, il est bon quand c'est celui des autres. Là. Le nôtre aussi est magnifique quand même. Est-ce qu'il y avait certains, on passerait à la partie ça ou ça, mais avant ça, est-ce qu'il y aurait d'autres éléments qu'on n'a pas mentionnés? Tu sais, gars, je vous ai amené des chiffres. Là. Juste, je vais les passer vite. C'est fantastique. Juste ce qui est envoyé par le Québec en culture au Canada. Tu sais, juste ce qu'on paye, nous Québécois, chaque année. 306 000 pour le lieutenant-gouverneur qu'on envoie. Une dépense qu'on pourrait réinvestir en culture directe, parce que ça, c'est des dépenses à Patrimoine Canada. 702 000 pour la Commission de la capitale nationale, étant Ottawa, et d'autres dépenses pour les institutions telles que la Fondation canadienne des relations raciales, mesdames et messieurs. 42,8 millions pour faire la promotion de la diversité et de l'inclusion. On sait de quelle diversité. En fait, tu sais, c'est pas en soi une chose condamnable, la diversité et l'inclusion, sauf que la diversité et l'inclusion les Canadiens, c'est la canadienne anglaise, ben c'est souvent ça s'accompagne souvent de la négation du fait francophone. 396 000 pour la sécurité des célébrations de la fête du Canada. 126 000 pour la commémoration en l'honneur de la reine Élisabeth. 39,7 millions pour la célébration de notre patrimoine. Le patrimoine étant le patrimoine canadien, évidemment. 112,6 millions pour faire la promotion des langues officielles, dont sur ces 112 millions-là, en fait, c'est la part du Québec. La part du Canadien, c'est 625,7 millions. Il y a 138 millions sur 600,25 Sur 625,7 millions, 138 millions qui ont été investis au Québec pour aider la communauté anglophone. C'est-tu fantastique, ça? Ça, c'est de l'argent québécois qui part directement. Mais en tout cas, notre argent. Mon Dieu. C'est fou. En tout cas, je vais arrêter la liste, là, mais tu sais, c'est tout de l'argent qu'on envoie directement par les fenêtres.
Après ça, il y a tous les musées qui sont pas sur le territoire québécois. C'était combien pour la fête nationale du Canada? Pour la fête nationale du Canada. Le jour du déménagement? C'était... Je pense que tu l'avais dans les premiers. Le jour du déménagement. T'as quoi? Le jour du déménagement, le 1er Le jour du juillet. déménagement, oui, le Canada Day. Le jour du déménagement, c'est la fête du Canada, c'est 2,2 millions à travers le Canada, donc 396 000. C'est beaucoup Si on d'argent. prend 18 Mon si on Dieu. assume 18 de la C'est somme. beaucoup d'argent que les Québécois on envoie pour une fête. On Oui. s'en compte, torche, là, pardonnez-moi, là, ça, mais tu sais, il y a personne je te qui le prête. va là, puis tu sais, c'est à Ottawa. Moi, je suis allé une fois, pour l'anecdote, Ah! à la Fête du Canada à Montréal. Je voulais voir parce que j'entendais que, bon, il y a des célébrations de la Fête du Canada, puis je me disais, il y a personne qui va là. J'ai jamais entendu quelqu'un, ni même un ami me dire, hey, ça te tenterait-tu qu'on aille là? Tu sais, On va là. Même quand les gens ne déménagent pas, là, tu sais, Ouais. même les gens qui sont pas occupés cette journée-là, Ouais. il y a personne qui va là, puis pourtant on finance ça. Fait que je suis allé voir, puis c'était plate, là. J'ai jamais vu un spectacle aussi fade, sans... tu sais, il n'y avait pas de lien entre les artistes. C'était juste comme... On aurait vraiment dit là, que c'est des fonctionnaires qui ont travaillé là-dessus, Ah oui, sans oui, consulter oui, les artistes, sans monter un spectacle qui a vraiment une identité. Là, c'est vraiment bon. On a mis le francophone, on a mis l'anglophone, on a mis une personne des Premières Nations. Ah tu sais, ouais, puis il y a ils pas ont coché d'identité, toutes les c'est ça, cases. ils ont Ah. coché des cases, puis il n'y avait aucune identité là-dedans. C'était plate. Moi, c'est ça. J'étais vraiment amusé devant ce C'était à film. l'image de l'engouement que les gens ont pour ce pays-là. Même ceux qui aiment ce pays-là, c'est le genre d'engouement qu'ils ont. C'est pas comme une Saint-Jean, là. Il y a rien comme une bonne Saint-Jean. Ah, moi, le 1er juillet, sans blague, j'ai touché une petite mini-dépression. Là. C'est comme tu sais, le 2 janvier puis le 1er Ouais. juillet. C'est le petit down. Ah, mon Dieu, que c'est lourd, cette journée-là. On va penser à toi le 2 janvier. Ça sent bien. Mais ça, c'est pour d'autres raisons. C'est moins pire, là. Tu sais, c'est comme... Ouais, c'est juste que les fêtes sont finies. Ben oui, Tu sais, c'est ça. on reprend la vraie vie. On passera à la partie ça ou ça, donc je te donnerai Ah, des... je savais pas, il y a un quiz. Ben, en fait, c'est pas un quiz, là. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ben, C'est- c'est vrai, c'est vrai. Ah, pourtant, il y en a des bonnes. Non, puis non, des non, mais non, je rigole. Fait que je te donne des choix, puis tu dois juste me répondre selon tes préférences. Ouais. Puis après ça, tu pourras te justifier Ok. après le quiz, si on veut. Ok. Lève tôt ou lève tard? Lève tard. René Lévesque ou Jacques Parizeau? Ah, mon Dieu. Les deux, je sais pas. Je suis pas capable de répondre. NPD ou Parti conservateur du Canada? Trop difficile. Yark. Retour des Nordiques ou retour des Expos? En retour des Nordiques. Denis Coderre ou Pablo Rodriguez? Ah. Denis Coderre, mais pas pour les raisons que vous pensez. J'aime ça. L'Impact de Montréal ou les Alouettes de Montréal? Les Alouettes, parce que c'est plus. Je suis. C'est plus. Ça fait plus partie de mon enfance pour moi. Là. C'est. Ville ou campagne? Campagne. CAC ou QS? Hey, je vais te décevoir, mais CAC. OK. Musique ou cinéma? Impossible de faire un choix, c'est mes deux passions. Québec indépendant avec un gouvernement de droite ou Québec province avec un gouvernement provincial de gauche? Ah, Québec indépendant avec un gouvernement de droite. Convergence des indépendantistes ou division des indépendantistes? Convergence des indépendantistes, évidemment. Ben merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des choix sur lesquels tu voulais revenir? Je pense qu'il n'y a pas de controverse là-dedans trop. C'était quoi donc? CAC Il y avait- Denis. Ah, CAC QS, mais CAC QS parce que premièrement parce que premièrement dans la campagne électorale, mon adversaire principal était un adversaire QS. Ceci dit, j'ai beaucoup de respect pour ben du monde à QS. Tu sais, connais Ruba Gazal, je la vois de temps en temps dans les événements, je connais bien son chum. Tu sais, il y a pas de. Mais mon Dieu, j'aime pas la façon qu'ils ont de faire de la politique. Je trouve la CAQ plus transparente que Québec solidaire. Pas tout le monde, Québec solidaire, mais je trouve qu'il n'y a pas de cohésion dans Québec solidaire. On dirait que ça tire dans tous les sens, surtout en ce moment. Mais bref,
bien content qu'ils se disent indépendantistes. On comprend, on t'entend. Est-ce que tu veux, on te donnerait un cadeau de la boutique 50% plus 1, tu peux le déballer si tu veux. C'est donc bien gentil, ça. Ben oui, c'est un petit cadeau. Donc, ça vient d'une boutique indépendantiste qui font la promotion de l'indépendance, qui travaille, c'est des produits du Québec en plus. OK. Donc, C'est bon pour le son. ouais. Oh, wow! Ouais. Donc, si tu veux le Wow, montrer wow. à la caméra, c'est un livre de Pierre Falardeau. Donc, les gens qui veulent l'acheter, ils vont retrouver le lien dans la description. Donc, c'est une boutique, comme je le disais, qui a beaucoup de produits québécois à l'effigie du camp du oui. C'est une bonne façon de s'initier à la question de l'indépendance, mais aussi de s'afficher pour l'indépendance. Donc, voilà. Totalement. Merci beaucoup. Ben, on te remercie. merci à Je vais toi. lire avec appétit. Puis on remercie également Mario Beaulieu qui a permis l'enregistrement de cet épisode-ci, Salutations à Mario. qui fait un très bon travail pour le Québec. Donc, on le remercie. Puis pour l'indépendance, et sur ce, nous, on se dit À la prochaine fois. À la prochaine, merci.